20 millions de membres, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 1800 salariés, 200 recrutements par an, le premier client de la Poste, avec 75 000 colis expédiés par jour, et à titre personnel, la 69e fortune de France avec quelques zéros. Un homme dont les Bentley rose framboise suffisent à le démarquer des autres patrons. Un citoyen qui ne craint pas de faire le grand écart entre l'UMP et la mairie communiste de Saint-Denis. Et un entrepreneur français qui vient de dédier sa dernière collection Miam Miam à la gastronomie de notre beau pays. Un homme qui était ce matin avec notre ministre à marinière préférée Arnaud Montebourg et qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, Jacques-Antoine Grandjean. Merci, c'est gentil, tous ces petits mots. Où sont les femmes? Elles sont un petit peu dans chaque homme. Voilà. Donc moi, j'ai une grande part féminine et je l'assume. Et je vous conseille, vous les hommes ici, d'assumer vos parts féminines. Vous serez plus heureux. Et parce que c'est de l'émotion, parce que c'est une douceur, parce qu'il ne faut pas hésiter à les vivre. Et puis vous, les femmes, vous avez aussi une part masculine et utilisez-la à bon escient. Partager notre micro, c'est un peu communiste, mais visiblement il n'y en a qu'un seul qui marche dans la salle, donc je suis désolée. Peut-être avant que... Alors continuez-vous à envoyer vos questions et vos SMS à Jacques-Antoine. Peut-être une première question pour vous. Si vous deviez dire, bref, j'ai créé vente privée, vous nous raconteriez ça comment? J'avais 18 ans, je suis arrivé sur les bancs de Dauphine. C'était très austère, aujourd'hui on dirait une université américaine. J'ai fait un cours. Mes parents voulaient que je fasse Dauphine, alors j'étais inscrit là, et puis ça m'a pas plu, alors je suis allé faire une école dans un autre endroit de Paris, rue de la Paix, qui s'appelait l'EBS, parce que c'était rue de la Paix, que je me garais place Vendôme. Donc j'aimais bien les marques, c'était joli à l'époque. Et j'ai fait 4 ans d'études très sympathiques, les écoles de commerce, on n'apprend pas grand-chose, mais on mûrit, et on fait une adolescence, d'ailleurs chez moi, qui continue. Et voilà. Et dans cette vie, j'ai rencontré, parce que je sortais beaucoup, j'ai rencontré un soldeur qui s'appelait Philippe Ezry, et il n'avait pas l'air de travailler beaucoup, il gagnait bien sa vie, et moi qui attendais l'idée pour être un peu indépendant et puis pour faire la même chose, et je me suis dit, je vais commencer ce métier, je suis devenu soldeur, donc mon père m'a filé 20 000 francs, c'était de l'argent, c'était en 1985. Dauphine, j'y suis plus jamais revenu, hein. Je suis venu aux examens, j'ai une mauvaise note, je suis plus jamais revenu. Vous êtes là ce soir, merci. Et je suis là ce soir, c'était un juste retour. C'était 81, donc ça remonte à loin. Et mon père m'a filé 20 000 francs, j'ai démarré ce métier comme soldeur. J'ai pris un ami qui s'était fait virer de l'EBS, donc vous voyez, c'était pas un ami qui avait fait des grandes écoles. C'est compliqué de se faire virer de l'EBS. Et on a monté dans 3 mètres carrés, dans une petite rue qui s'appelle la rue Pierre-Chausson, avec 2 téléphones. Heureusement, c'était avec des touches, sinon ça aurait été un peu dur de passer autant de temps à téléphoner aux marques. Et on a démarré comme ça, à 22 ans. Voilà. Et cet ami, je suis toujours associé avec lui, ça fait 28 ans. Donc le long terme, déjà, et la vision du même métier, parce que vente privée, c'est exactement le même métier. Alors on l'a fait muter parce que, pour plein de raisons, pour l'évolution de l'image des marques. Dans le cours des années, je vais vous donner une petite anecdote. Dans les années 60, les stocks des marques étaient vendus par les gardiens des entrepôts. Dans les années 70, c'était vendu par les directeurs commerciaux pour faire plaisir dans leur réseau, aux magasins qui allaient avoir des produits un peu moins chers pour pouvoir les vendre pendant les soldes, etc. Dans les années 80, c'est les directeurs export. Il n'y avait pas encore beaucoup d'export, hein, mais c'est les directeurs export qui vendaient les stocks très loin. Déjà, on commence à sentir le mouvement. Les stocks loin, pourquoi? Pour protéger le réseau. Dans les années 90, c'est les directeurs financiers. Ah, les stocks, ça peut valoir de l'argent. Et d'ailleurs, on peut faire n'importe quoi parce qu'on peut leur faire croire que ça vaut beaucoup d'argent, alors qu'un stock, finalement, il faut le dévaluer au bilan. Et sinon, on fait ce qu'ont fait les Italiens dans les années 90, c'est-à-dire une grande cavalerie financière avec leurs stocks pour finalement échouer et contre le mur. Toutes les sociétés italiennes des années 90 avaient mal évalué leurs stocks, ou en tout cas très bien évalués pour faire des beaux bénéfices en bourse, et tout ça a été virtuel. Et dans les années 2000, c'est les PDG qui vendent les stocks. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? L'évolution de l'information, l'évolution du commerce, l'évolution de l'image. L'image des marques est devenue plus importante. Le stock, qui n'avait aucune importance avant, est devenu petit à petit un vecteur d'image. Et vente privée, c'est ça. C'est finalement dire, voilà, moi pendant 20 ans, 25 ans, j'ai acheté des stocks pour les vendre
des grossistes, pas des grossistes, j'étais grossiste, pour les vendre à des détaillants, vous connaissez, les Poires en Deux, les Foires Fous, les Tati, tous ces magasins, tous les marchés de France, etc. Je fournissais tous ces gens-là. Et puis brusquement, je sentais que ce système avait une limite. Et quel était le moyen de continuer? Ben, j'en avais pas vraiment. Et puis il y a eu cette explosion du digital des années 96, 97, 98, où je vous dis franchement, je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'avais des amis qui brusquement faisaient des fortunes virtuelles et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. En fait, ces gens, dans les années 95, 96 jusqu'à 2000, jusqu'à l'explosion de l'Internet, la grande crise financière des investisseurs dans l'Internet, où on a d'ailleurs pensé que l'Internet c'était terminé, hein. C'est juste, ils étaient très intelligents. Ils étaient juste, vous avez juste en France, par exemple, ils avaient 8 ans d'avance, 7 ans d'avance, 6 ans d'avance. En Amérique, ils avaient 4-5 ans d'avance. Et si on est trop en avance dans ces projets, si les outils qui vont vous permettre de déployer vos ambitions dans un métier ne sont pas prêts à être reçus, vous êtes trop en avance et ça ne marche pas. Je vous donne un exemple. En France, le e-commerce démarre en 2004. Alors pourquoi 2004? Équipement des ménages en ADSL. Avant, c'est que les bureaux, les entreprises qui avaient l'Internet plus ou moins rapide et les photos et les catalogues passaient pas très bien. À partir de 2004, c'est brusquement à la maison que, d'ailleurs avec les femmes, que le e-commerce démarre. Voilà, 2004. Encéphalogramme vente privée de 2001 à 2004, quand on a fait muter l'entreprise, 0. Je crois qu'en 2003, on a fait 1 million d'euros. 2004, 20 millions, et puis 200, et puis 500, et puis 1,5 milliard cette année. Évolution d'un mode de consommation qui a une expérience de shopping nouvelle. Voilà, donc, pour l'anecdote sur ce que c'est que vente privée. Donc aujourd'hui, vente privée, c'est toujours le même métier, c'est-à-dire on met en scène des événements pour les marques, on fait 6100 événements par an, on met en scène et on vend les stocks des marques, donc c'est toujours un prix pour des raisons industrielles. On est le contraire d'une boîte low cost, on est une boîte high cost, on investit énormément sur la qualité de service, sur l'image, sur le catalogue, sur la mise en scène, et on arrive à avoir une marge parce qu'on fait notre métier d'origine, soldeur, qu'on a fait muter sur un nouveau média. Et on est devenu, parce qu'on crée un trafic quotidien de 2 à 3 millions de personnes sans publicité, totalement Google Free, ce qui est assez unique au monde, on est devenu un média. Et étant un média, eh ben, on est là pour faire retentir aussi d'autres événements. Et c'est pour ça qu'on monte d'autres business units en vendant du vin, en vendant des voyages, en vendant du couponing, en vendant un ticket de spectacle et aujourd'hui en vendant des produits du terroir. Voilà. Et d'ailleurs, on a pas mal de questions sur Miam Miam. 2 questions. La première, quelqu'un nous demande si c'est parce que vous êtes gourmand que vous avez créé Miam Miam. Donc ça, c'est un peu la question subsidiaire. Et une autre question qui nous dit quel regard vous portez aujourd'hui sur la faillite d'Ediard et est-ce que l'agroalimentaire, pour vous, c'est un moyen de concurrencer Amazon? Alors, oui, bien sûr, je suis gourmand. On ne peut pas lancer des choses si on n'aime pas profondément ce qu'on fait. Mais on a déjà vendu beaucoup, on vend beaucoup d'alimentaires sur vente privée, sauf que les gens ne le savent pas, mais on vend du Valrhona, on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires avec des plaquettes de chocolat Valrhona, on vend du vin, on est les plus gros vendeurs de vin sur Internet, on vend du foie gras, on vend du saumon, on vend même du caviar, on vend des biscuits, on vend du thé, on vend Kousmiti, on vend des tonnes de produits bien avant Miam Miam. Donc ça fonctionne, les ventes événementielles de marques dans l'agroalimentaire. Miam Miam, c'est encore autre chose. C'est aller un petit peu plus loin, c'est dire, voilà, il y a un problème dans la distribution alimentaire, c'est que les grands distributeurs qui devraient le prendre en main ne le font pas. Télémarket, qui a voulu le prendre en main, a échoué parce que le marché n'est pas tout à fait prêt. Pourquoi ? Parce que les infrastructures de livraison, de tout ce qu'on peut mettre en place pour que le consommateur achète sur son smartphone, parce que c'est quand même avec le smartphone que la consommation sur Internet va se faire. Nous, c'est 40% sur vente privée. Hein. C'est 1 million de personnes tous les jours qui viennent sur les smartphones, sur l'application vente privée. C'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires rien que sur notre smartphone, sur notre application. Et ça ne va faire que croître. Donc aujourd'hui, les distributeurs de l'alimentaire ne sont pas prêts à changer leur modèle, qui est un modèle dans lequel ils auraient un énorme catalogue et ils pourraient livrer aussi, hein, je dis bien aussi, parce que le pure player qui fait que ça, c'est pas son métier, mais livrer aussi le consommateur final. Alors ils ont inventé un truc qui est génial, hein, qui s'appelle le drive. Mais le drive, pour moi, c'est ce que j'appelle le canal à drive. Hein. Ça a le goût de l'e-commerce, ça a l'odeur de l'e-commerce, la couleur de l'e-commerce, mais c'est pas du e-commerce. Parce que le e-commerce, c'est quoi ?
c'est la possibilité dans un magasin qu'on crée pour pas grand-chose, hein, pour créer un magasin virtuel pour 2 000 € avec des licences aujourd'hui, et c'est hyper facile. C'est la possibilité de mettre tous les produits du monde dans votre magasin, et c'est la possibilité de faire entrer le monde entier dans votre magasin. Et donc le drive, c'est pas ça, parce qu'il y a un assortiment de produits, et ça fait rentrer que les gens localement. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas, peut-être pas les moyens financiers, et puis surtout, ils n'ont pas le désir de changer leur logistique pour transformer une logistique de livraison de magasin en une logistique de livraison aux clients, avec la problématique de l'assortiment de produits, des dates de péremption, du poids, de la faiblesse de la marge par rapport à des coûts logistiques, etc. Ça viendra un jour, parce que ça ne veut pas dire que les grandes surfaces disparaîtront, hein. Je pense que l'avenir, c'est le commerce connecté. Le commerce connecté, c'est on choisit ce qu'on veut faire et le canal qu'on veut utiliser. Et c'est sûr que c'est mieux si on prend le plus de canaux possible. Ça permet de déployer l'offre plus rapidement. Mais je vous donne un petit exemple sur Asos. Asos est une marque qui a choisi de vendre leur collection. Vous connaissez Asos, Asos On Screen, qui a choisi de vendre ses collections qu'elle crée. Asos, c'est leur concurrence. Ils ne font pas du e-commerce, hein, Asos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la mode. Ils font de la mode pour les jeunes. Leur concurrence, c'est Topshop, c'est H&M, c'est Zara, etc. Eux, ils ont choisi de prendre que ce canal. Mais qu'est-ce qui les empêchera dans 2, dans 3, dans 4 ans de dire bah franchement, le samedi après-midi, pour toucher nos clients, c'est peut-être mieux si on ouvre une boutique sur Regent Street, c'est mieux si on ouvre une boutique sur les Champs-Élysées, et c'est mieux si on ouvre une boutique sur Madison Avenue. Donc l'avenir, c'est le commerce connecté, c'est le cross-canal. Alors j'ai un peu dévié sur les questions. Non. Du coup, une autre question qui vient avec ça. Vous dites finalement le e-commerce, c'est j'ouvre mon magasin, enfin je vends tous les produits du monde et j'ouvre mon magasin à tout le monde. Aujourd'hui, quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui est faite hors de France? Et comment est-ce que vous voyez le fait de vendre des produits français à des potentiels consommateurs étrangers? Aujourd'hui, on a une position très forte en France et on fait 78% de notre chiffre d'affaires en France. J'ai l'objectif de faire 50-50. 50 Europe. Vente privée est une boîte française, mais en fait, c'est une boîte européenne avec 8 sites en Italie, au UK, en Espagne, en Belgique, en Hollande, etc. Dans une Europe que j'appelle l'Europe des 12. Moi, je crois à une Europe beaucoup plus petite, beaucoup plus construite à 12, plutôt que de partir sur une offre de 27 et pourquoi pas 29, pourquoi pas 32 qui ne fonctionne pas. Donc vente privée, le mouvement, c'est d'accompagner une Europe de proximité où on partage des valeurs communes. Alors après, dans cette Europe, on ouvre les magasins où on a envie, c'est-à-dire que je fais des ventes parfois de produits italiens que j'ouvre en France et en Espagne, mais la marque me dit non, les ouvre pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne on n'a pas envie, etc. Et réciproquement, en fait, on ouvre le magasin virtuel où on a envie. Donc aujourd'hui, le principe de Miam Miam, c'est des produits du terroir français que l'on vend en France. Demain, ça sera des produits du terroir français qu'on vendra sur les sites à l'étranger. Et plus tard, ça sera des produits du terroir italien, espagnol, allemand qu'on vendra sur tous les sites. On a une question là. On nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs stars en France comme aux USA? Est-ce que la France a une culture anti-entrepreneuriale ou est-ce que c'est les patrons qui ne se montrent pas assez? Non, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs en France. Les Français sont disruptifs, ils adorent faire des choses différentes, ils sont libres, ils sont indépendants, ils adorent faire des choses. Il y a plein d'entrepreneurs en France. Je pense que c'est le pays au monde dans lequel on peut entreprendre plus facilement. Ça se complique quand on grossit, pour des raisons de taille de marché, pour des raisons de soutien moral des gens qui nous gouvernent, pour des raisons des outils financiers qui ne sont pas là pour créer des croissances très fortes. Quand on a les outils financiers qu'on connaît aux États-Unis, qui sont tous les outils pour motiver les collaborateurs, les stock options, en France, c'est ridicule. On avait commencé à sortir des règles intelligentes pour que tous les collaborateurs des entreprises puissent participer aux actions de l'entreprise. Tout ça, parce qu'il y a eu des excès sur quelques personnes du CAC 40, c'est assez anecdotique. Tout ça a fait que les gouvernants ont voulu montrer des exemples incroyables et ont cassé tout ça. Donc aujourd'hui, la clé, c'est quand on monte des entreprises, c'est de trouver les talents, c'est de les motiver et c'est de les retenir, et c'est surtout pas qu'ils aillent travailler chez les concurrents, à l'étranger, etc. Alors donc il y a plein de raisons d'environnement qui font que c'est génial de démarrer en France. Vous pouvez monter plein d'entreprises, c'est hyper facile, c'est extra. Et à un moment donné, la taille du marché européen qui n'existe pas, parce qu'en fait le marché il est français, donc c'est 60 millions, tandis qu'un Américain qui commence à monter son entreprise, qui la monte à Dallas, Oklahoma ou dans le Nebraska, à un moment donné son marché c'est 400 millions. Alors que nous on a le plus beau marché du monde, c'est le marché européen, et les hommes qui nous gouvernent, les hommes et femmes qui nous gouvernent, depuis des années, ont créé ce marché, mais en fait il n'est pas ouvert comme il devrait être, il n'y a pas d'harmonie fiscale, il n'y a pas d'harmonie sociale, déjà il n'y a pas l'harmonie des langues, c'est une catastrophe.
Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que c'est aux patrons de se mobiliser pour ça? C'est aux entrepreneurs de monter au créneau? Qui peut nous aider à ouvrir ce marché? Les entrepreneurs, leur travail, c'est de faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont leur volonté, ils ont leur désir, ils ont leur frustration, mais ils font avec. C'est comme si, je donne tout le temps l'exemple, l'équipe de basket qui a gagné la Coupe d'Europe, peut-être que si vous aviez mis sur chacun des joueurs un sac à dos avec 10 kilos, ils l'auraient peut-être gagné quand même. Ben, les entrepreneurs en France, ils ont 10 kilos de plus que les entrepreneurs européens. Bon, on le sait. Mais ils ont plein de succès. Et puis on parle toujours, vous parlez des stars, ceux qu'on médiatise. Bon, alors c'est vrai qu'on en médiatise quelques-uns, mais ça c'est la presse qui fait mal son travail. Parce que finalement, médiatiser toujours les mêmes, ben, c'est lassant. Moi j'ai une devise qui est la roche tarpéienne et pas du Capitole. À un moment donné, il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas être arrogant, etc. Il faut qu'on parle aussi de tous ceux qui ont des petites entreprises, de tous ceux qui vendent des offres tous les jours, de tous ceux qui se démènent pour faire évoluer leur petite PME, leur ETI, etc. Donc ça, c'est un vrai problème culturel. On parle que de ceux qui réussissent, mais il faut aussi parler de ceux qui le font, pas toujours avec succès, mais qui apprennent de leurs échecs. Et on n'a pas cette culture-là en France. Alors, une question qui revient également. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de femmes en face de vous. Est-ce que d'abord, vous auriez un nom de femme entrepreneur méga magique à nous donner et on serait hyper content de la rencontrer et on irait la voir tout de suite? Peut-être même que vous en avez 10 ou 100. Non, j'en ai une, Cécile de Rostand. D'ailleurs, alors, deuxième question, Cécile de Rostand existe-t-elle vraiment? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une personne qui travaille à vente privée. Elle s'appelait Cécile de Tchaguine quand on a démarré vente privée. Et puis, dans cette période, elle a dû être embauchée en 2003 ou 2004. Je crois 2004. Il y avait 3 salariés chez vente privée en 2004. Et à partir de 2005, on a commencé à parler de vente privée, un peu dans les dîners parisiens, etc. Les gens parlaient pas de vente privée, ils parlaient de Cécile de Tchaguine. Moi, je me suis dit, mais si jamais elle s'en va, elle va partir avec son nom, comment je vais faire, moi? Donc, on a inventé un nom qui s'appelle Cécile de Rostand. Un rapport avec Cyrano? Bon, on a essayé de trouver un nom qui ressemblait à de Tchaguine, que c'était voilà, donc on a trouvé un joli nom qui parle de la France. Et voilà, donc elle existait vraiment et on lui a changé son nom. Donc, à part Cécile de Rostand. Pourquoi on a fait ça? Ouais. C'est assez important parce que le monde de l'Internet est un monde virtuel. Vous allez sur des écrans, les photos sont virtuelles, les filles et les mecs qui sont là n'existent pas. Il y a quelques mannequins, mais elles sont retouchées, il y a beaucoup de mannequins virtuels. L'argent n'a pas d'odeur parce que c'est une carte de crédit, ce n'est pas des très gros achats, donc vous ne savez pas exactement si vous allez sur son compte. On est dans ce monde virtuel et vous recevez des mails. Et à un moment donné, ce monde virtuel, moi j'ai toujours voulu dire que derrière ces ordinateurs, derrière ce monde virtuel, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. C'est toute la communication de vente privée est fondée là-dessus et ça démarre avec justement d'utiliser Cécile de Rostand et pas dire vente privée vous présente. C'est pas une société qui vous présente, c'est quelqu'un qui travaille dans la société. C'est la même chose quand on met les entrepôts roses au Blanc-Ménil sur le bord de l'autoroute. C'est le plus grand passage de voitures d'Europe et tous les matins les gens voient vente privée. Derrière, d'ailleurs, c'est pas un gros dépôt, il y a juste 10 000 m². Vente privée, c'est 200 000 m² d'entrepôt. Mais c'est juste être positionné là à un moment-là. Ça veut dire vous passez devant, vous dites waouh, ça existe vraiment dans le concret, parce que c'est dur d'exister dans le monde virtuel. Et toute notre communication, que ce soit le théâtre de Paris, c'est une communication justement en résonance sur vente privée. On existe dans la vraie vie, c'est notre façon de faire du cross-canal. Comment est-ce que vous voyez vente privée dans 5 ans? J'ai donné un énorme plan moi, je pars sur des boutades et puis en fait, souvent elles sont sérieuses, quoi. Par exemple, on a démarré le voyage, on va faire 120 millions d'euros dans le voyage cette année, au bout de 2 ans, en débauchant une fille qui vient de chez Accor, qui s'appelle Martine Granier, qui est une femme fantastique, qui développe le voyage. Moi, je ne suis pas un spécialiste de vente de voyage, mais avec 3 millions de visiteurs qui viennent sur le site, autant leur faire des offres de yield. Le yield, vous connaissez, c'est les avions qui ne sont pas pleins, c'est les hôtels qui ne sont pas pleins pour des questions de saisonnalité, etc. Les restaurants qui ne sont pas pleins, le concert qui ne sont pas pleins, et on monte des produits avec les fabricants de voyages, les tour opérateurs, et aujourd'hui, on fait 120 millions. Donc moi, un jour, j'ai dit, on fait 120 millions, mais moi, je vais faire 1 milliard. Donc d'une boutade dans un comité, dans mon board avec mes managers, d'une boutade, ça part à comment on construit ce milliard. Et finalement, ils viennent de me présenter le projet il y a quelques jours, ils m'ont expliqué comment ils allaient faire ce milliard d'ici quelques années. Mais moi, je ne donne pas une pression de temps. Je ne suis pas quelqu'un sur les chiffres à fond. Moi, je parle du profit, ça me prend 15 secondes avec mon DG. Je dis voilà à peu près ce que je pense que l'entreprise doit générer l'année prochaine pour être sereine, parce qu'elle doit être profitable. Je suis pour une croissance profitable. C'est très rare dans l'e-commerce. L'e-commerce n'est pas profitable. Et vous êtes largement profitable? On est profitable depuis le début. Ben oui, on vend un service. Donc si on vend un service et qu'on ne gagne pas d'argent, il faut changer de métier.
Donc si vous vendez un bon service, hein, c'est comme Mercedes, ils vendent des plus belles voitures que Skoda. Donc Skoda, c'est moins cher, c'est un moins bon service, mais enfin, vous pouvez quand même aller du même point au même point. Mais en moins de sécurité, moins de confort, etc. Nous, on vend un service. Donc on estime que notre service, il est fort pour les marques, et c'est ce service que l'on vend aux marques. Et pour revenir à votre question sur, c'était Oui, c'était dans 5 ans. Ah voilà, dans 5 ans, bah, j'ai fait la même chose. J'ai dit, moi je veux faire 10 milliards dans 5 ans. Alors j'ai pas dit 5 ans, parce que c'est pas très important qu'on les fasse ou qu'on les fasse pas. Ce qui est important, et ce que je dis à mes équipes régulièrement, c'est se retrouver dans une entreprise qui est passée de... Moi quand j'étais grossiste, je faisais 250 millions de francs. Alors les francs, vous ne connaissez pas, mais 250 millions de francs, c'était beaucoup. Hein. Aujourd'hui, ça fait 35 millions d'euros, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup. Et on est passé entre 2004 et 2014 en 10 ans à 1,5 milliard d'euros. On demandera à nos jeunes pousses si les 35 millions d'euros, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Oui, mais c'était après 20 ans de métier. Hein. Oui. C'était après 20 ans de métier. Bon, en tout cas, on les incitera à penser à leurs 10 milliards. Donc quand je dis 10 milliards, je leur dis, mais d'abord, il n'y a pas de... je ne veux pas les faire demain, mais je ne veux pas les faire à tout prix. Je ne suis pas pour la croissance pure, je ne suis pas un financier, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, on est une entreprise, je pense qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Et donc, on va essayer de construire, de regarder comment on peut y aller et pourquoi on peut y aller. Quel pays, on fait 100 millions d'euros en Allemagne. C'est dur de faire 100 millions d'euros en Allemagne. C'est un pays hyper protectionniste. Quand on est français, de l'Internet, qui vend de la mode et des produits déstockés, je peux vous dire, c'est très, très dur. Mais on fait 100 millions en Allemagne. On fait des ventes parfois plus importantes, alors qu'on n'a que 1 million de membres en Allemagne et 13 millions en France. On fait des ventes parfois plus puissantes en Allemagne. Donc on peut faire le chiffre d'affaires qu'on fait en Allemagne en France. En France, on fait 1 milliard, donc on peut faire 1 milliard en Allemagne. Et si vous faites ça par pays, alors il y a des pays plus ou moins de potentiel. Si vous étudiez chaque business unit et que vous la déployez ensuite par secteur, eh ben mon DG est en train de travailler dessus et il s'aperçoit qu'il peut faire d'ici quelques années, il arrive à 7 milliards. Donc ce qui est beau, finalement, c'est d'être dans une boîte qui commence à avoir une taille importante, d'être dans une boîte qui est profitable, qui a 0 dette et qui est totalement indépendante, et d'être dans une boîte dont le patron vous dit « moi je ne vais pas la vendre parce que moi je veux devenir un site essai exceptionnel en Europe sur Internet et ça me prendra 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, de toute manière j'ai rien d'autre à faire ». Et ensuite, d'avoir cette chance d'être totalement indépendant des marchés financiers, d'avoir jamais rien qui soit dicté par le court terme chez banque privée, puisque c'est une boîte totalement indépendante que je contrôle totalement. Quand vous dites que je contrôle totalement, c'est moi, Jacques-Antoine Grandjean, je la contrôle totalement? Moi, Jacques-Antoine Grandjean, je la contrôle totalement. Maintenant, j'ai aussi des associés avec qui je suis depuis des années, mais le contrôle, c'est moi qui l'ai. Et la vision, c'est la vôtre? Non, mais la vision, c'est jamais une personne. Je la partage, mais c'est vrai que je suis plutôt créatif. Mais après, c'est un travail. Vous savez, la vision, c'est facile. Hein. La vision, c'est facile. Après, ce qui est dur, c'est le quotidien, c'est l'excellence opérationnelle, c'est répéter tous les jours. Le e-commerce, c'est 365 jours par an, 7 jours sur tête. On n'arrête jamais. C'est comme ça, il y a la pression tous les jours. Les ventes ouvrent à 7 heures. À 8 heures, on sait si on a bien travaillé. À 8 heures, on sait exactement. On a même des algorithmes qui nous disent combien on va finir à 100 000 euros près. Ils nous donnent le score à minuit de la journée. Donc à 8 heures, on sait exactement si nos opérations ont été belles, si elles vont attirer du monde et si le client va être content. Le client, c'est qui? C'est la marque. Donc on sait tout ça. Et ça, c'est 365 jours par an. Donc oui, c'est stressant et la vision, c'est facile. Après, il faut le faire au quotidien. Justement, en parlant de vos équipes, est-ce que vous avez des jeunes sous votre aile, des jeunes pousses à l'intérieur de ventes privées que vous avez envie de soutenir et pour lesquels vous les pousseriez peut-être à aussi créer quelque chose de leur côté? Au sein de ventes privées, on emploie, la moyenne d'âge c'est 31 ans. Elle vieillit un petit peu chaque année, mais on a beaucoup de jeunes. Ensuite, moi, c'est pas trop mon truc. Je le fais vraiment parce que j'appelle ça mon impôt entrepreneur. J'investis dans plein de petites entreprises, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et je le fais parce que Xavier Niel fait ça avec Jérémy Bérébi et Marc Simoncini fait ça avec Jana. Donc ils m'en parlent et ils me disent tiens, ça te plaît, etc. Et en général, quand ils me le proposent, je dis oui. C'est ce que j'appelle mon impôt entrepreneur. C'est-à-dire j'ai la chance d'avoir de l'argent et si je peux aider et faire en sorte qu'une société puisse avoir 50 000 euros de ma part ou 30 000 euros ou 60 000 euros, moi c'est ce que mon père a fait avec moi quand j'avais eu besoin de 20 000 francs. Donc franchement, si ça donne de l'énergie à un entrepreneur, c'est ce qu'on fait avec les 101 projets le 18 novembre au Théâtre de Paris avec Marc et Xavier. Donc si quelqu'un ici dans cette salle est un entrepreneur et a besoin de 50 000 euros, il lance sa candidature à 101 projets ou il vient vous voir tout de suite? Il va voir Jérémy Bérébi. Bon, j'espère que vous avez bien noté. Jacques-Antoine, il est 19h31. Je crois que je dois vous relâcher ou on a une dernière question. Court. Allez, une dernière question. Allez, une dernière question. Allez, 2 questions. 3 questions. Allez.
Oui, alors je vois des choses qui circulent, mais qu'on a déjà un petit peu évoquées. Une question tout à l'heure qui était intéressante. Est-ce que vous avez connu un gros coup dur et comment est-ce que vous vous en êtes relevé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah bah, sur 28 ans d'expérience professionnelle, il y a eu plein de coups durs. La vie, c'est que des coups durs, hein. Et surtout, quand on est le patron d'une boîte, c'est pas les choses sympas qui remontent, hein, c'est des coups durs. Les choses sympas, c'est le quotidien et ça se passe et on vous prévient pas. Non, on vous remonte surtout les coups durs. Oui, j'ai connu des coups durs. J'ai connu les gros impayés quand j'étais grossiste parce que le métier muté et des soldeurs avaient ouvert plein de magasins, n'étaient pas capables après de rembourser les banques et planter et payaient pas leurs fournisseurs. J'ai connu ça dans les années difficiles. J'ai connu des moments de trésorerie difficiles parce qu'avant, j'avais un BFR compliqué puisque j'achetais les stocks à l'avance, je triais les stocks, je les gardais le temps de les vendre dans la bonne saison et je les vendais à des gens qui me payaient peut-être au bout de 3 ou 4 mois. Donc j'avais des gros découverts en banque et en même temps, comme je ne savais pas quel allait être mon avenir, j'investissais dans l'immobilier d'entreprise. Et d'ailleurs, une des clés de la réussite de vente privée, c'est d'avoir les immeubles qu'on a à la Plaine Saint-Denis qui nous ont permis de développer l'entreprise sans avoir besoin d'aller chercher des bureaux à louer un peu partout et d'avoir toujours toutes les équipes ensemble. Ça a été un facteur clé. Mais ça venait aussi de moments difficiles dans la trésorerie. Aujourd'hui, le modèle de vente privée, c'est un BFR négatif. Et c'est une des raisons pour laquelle la boîte est indépendante et pour laquelle on n'a jamais eu besoin de lever de fonds. C'est-à-dire que plus ça marche, plus elle fait rentrer d'argent. Même si on paye les marques très très vite, on a une trésorerie de 200 millions d'euros. Ce qui nous permet à la fois de faire des erreurs, à la fois de faire des erreurs d'embauche et de se séparer des gens quand on s'est trompé, à la fois de se planter sur des projets. Donc c'est notre matelas de sécurité, c'est notre BFR négatif. Tout à l'heure, vous avez dit je paye un impôt entrepreneur puisque j'aide des jeunes startups. Vous êtes aussi quelqu'un d'assez engagé dans la vie de la cité. Pour vous, c'est quoi le rôle d'un patron aujourd'hui en France? C'est une question vaste, hein. Chacun va y répondre à sa façon. Moi, mon rôle, c'est... moi, ma plus grande fierté, je vais vous le dire franchement, c'est la qualité de service qu'on fait dans notre service client. Les gens des services clients, en général, sont des gens qui ne sont pas reconnus dans la vie. Ils cherchent du boulot. Ils n'ont pas toujours fait d'études. Ils prennent le métro, ils vont dans les immeubles qui ne sont pas, franchement, dans les quartiers agréables. On les traite mal. Ils ne sont pas reconnus par leurs enfants ou par leurs femmes ou par leurs copains, j'en sais rien. Ils ont la vie difficile. On leur fait répondre par des clients, ils répondent à des clients mécontents et on leur fait répondre avec des phrases toutes faites, etc. Et on leur dit, si vous n'êtes pas content, de toute manière, on va aller faire ça en Afrique, on va aller faire ça au Sénégal, au Maroc, et d'ailleurs, quand ça sera interdit de le faire au Sénégal, au Maroc, on le fera en Europe, mais on ira en Bulgarie, en Roumanie. Donc votre job, ne nous emmerdez pas. Voilà ce qu'on leur dit. Bah, finalement, vous pouvez faire la même chose en disant, voilà, ces gens ne sont pas reconnus, bah, je les prends, je les embauche. Je ne dis pas qu'on est des saints, je ne dis pas que je les paye mieux. Hein. Vous les prenez, vous les formez, c'est mieux de mieux les payer, bien évidemment, mais vous les formez, vous leur apprenez à répondre à un client, vous leur apprenez finalement à communiquer, vous leur expliquez que le client, quand il est mécontent, de toute manière, il va un peu vous gueuler dessus et son ton va pas être très agréable. Donc ce n'est pas une question de lui calmer son ton, c'est une question de résoudre son problème. Vous leur apprenez à résoudre le problème, vous leur apprenez à savoir si le client est content de la façon dont on a résolu son problème. Ben, je vais vous dire, quand vous avez fait ça, cette personne-là, elle est reconnue, elle s'estime plus, elle va trouver un job de commercial partout, pas des trucs très compliqués d'ingénieurs technico-commerciaux, mais elle va être partout. Et chez moi, chez Vente Privée, quand on a des coups de bourre ou on a besoin d'un service à l'autre, de prendre des gens d'un autre service, tout le monde va aller chercher au SRM. Voilà, on va aller chercher au SRM pour les mettre à la prod, pour les mettre au marketing, dans plein d'endroits. Et d'ailleurs, après, ils développent et il y a cette transversalité dans l'entreprise et ils trouvent des boulots ailleurs. Voilà, ça, je pense, c'est à la fois le rôle d'un patron, parce que ça doit être fait de façon économique, bien évidemment. Encore que chez Vente Privée, le service aux membres n'est pas un coût. Je ne l'ai jamais pris comme un coût, je l'ai pris comme un investissement, parce qu'à chaque fois que vous traitez bien un membre, c'est votre meilleur ambassadeur. Donc, ce n'est pas un coût, vous avez fait de la com. C'est pour ça qu'on peut besoin de faire de la com sur Google ou sur TF1. Vous traitez bien. Les 20 millions d'ambassadeurs Non, parce que ceux qui sont traités normalement, ce n'est pas les ambassadeurs. Eux, ils sont contents, mais on a rempli notre contrat et eux, ils sont contents de ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas les ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est celui qui a été déçu et que vous rattrapez. Et lui, il dit waouh, on s'est bien occupé de moi. Et ça, c'est les meilleurs ambassadeurs dans la vie. Donc voilà, un patron, moi, je trouve que c'est ce que j'ai fait de plus estimable. Voilà. Et le rôle de l'entreprise, de manière plus générale, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer au-delà de la relance de la croissance de manière classique Aujourd'hui, une locomotive comme Vente Privée, qu'est-ce qu'elle peut tirer derrière elle?
Aujourd'hui, dans notre pays, ce qui manque, c'est l'énergie, c'est le désir, c'est de faire les choses. On nous fait cette morosité, ce pessimisme, c'est terrible. Il faut remettre les énergies en place. Il faut que les gouvernants, les gens qui nous gouvernent, donnent des signaux très clairs que les choses peuvent aller mieux. L'arrêté d'une entreprise, c'est quoi? C'est d'exercer son métier le mieux possible. Et normalement, d'être profitable. Une entreprise doit être profitable. Il faut qu'arrêter dans ce pays penser que l'argent est une chose sale et que quand on fait des profits, c'est grave. C'est horrible de penser ça. Une entreprise doit être profitable. Si elle n'est pas profitable, elle n'est plus indépendante, elle perd son indépendance, elle perd la motivation de ses collaborateurs, elle perd sa capacité d'investir. C'est tout simple, mais il n'y a aucun homme politique qui le sait parce qu'ils ne sont jamais venus faire un stage dans une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas une machine à faire du profit. Il y en a, bien sûr qu'il y a les excès de l'ultralibéralisme, mais une entreprise n'est pas une machine à faire du profit. Une entreprise, c'est une machine à exercer un métier le mieux possible en faisant venir des gens. D'ailleurs, quand on l'exerce bien, les gens ils sont chassés. Donc s'ils sont chassés, ils vont ailleurs, ils sont encore mieux payés ailleurs, etc. Donc finalement, la clé de tout ça, c'est on vit en France, dans le pays du monde, le seul pays au monde, je pense qu'il n'y en a pas d'autre, qui a autant de potentiel de tout ce qu'on sait faire. Des produits simples aux produits créatifs, et produits sobres aux produits les plus compliqués, d'un artichaut jusqu'à un satellite, des armes, des avions jusqu'à des bonbons et ce qu'on veut et des calissons. On sait la mode, le vin, on sait tout faire en France. Vous ne trouverez pas un pays au monde où on sait faire autant de choses. Et dans ce pays-là, on veut protéger un modèle social. Mais moi, je comprends qu'on veuille protéger le modèle social. Moi, ça me convient. Moi, je suis pour qu'on protège le modèle social, je suis pour l'éducation, je suis pour que les gens soient soignés, je suis pour le partage. Mais ça ne marche que si les entreprises créent de la richesse. Ça ne marche que si les entreprises créent une richesse et qu'on leur permet de continuer à en créer, et si on ne coupe pas les fruits avant qu'ils aient, ou les branches avant que les fruits aient poussé. Voilà. Donc vous les prendriez en stage, nos membres du gouvernement, chez Vente Privée, pour leur apprendre un peu? J'en ai pris 2 ce matin, Sylvia Pinel et Arnaud Montebourg. Bon, on attend les résultats, ça devrait arriver vite. Merci. Merci Jacques-Antoine. Merci.